D'abord, je voudrais dire que je suis vraiment très fier de siéger dans ce Parlement. Et je voudrais féliciter la présidente de cette commission et d'ailleurs l'ensemble des collègues qui aujourd'hui sont nombreux, parce que quand je vois le climat qui règne sur cette question dans d'autres parlements, ou en tout cas dans d'autres sociétés européennes, je suis très fier qu'aujourd'hui le Parlement belge puisse accueillir des témoins, des victimes, directes ou indirectes, de ce qui se passe à Gaza, après l'avoir fait il y a une dizaine de jours avec des victimes ou des familles de victimes israéliennes. Je suis vraiment, je le répète une troisième fois, fier qu'on puisse être capable de faire ce travail-là. Donc merci Madame la Présidente de nourrir cette sensibilité équilibrée à l'égard de toutes les victimes civiles, parce qu'en effet, je pense que c'est la base de notre combat commun. Je pense que quoi qu'on pense des solutions ou des responsabilités dans ce conflit, nous partageons tous, parlementaires belges, cette volonté de paix durable, juste au Proche-Orient. Deuxièmement, je voudrais à vous toutes et à vous tous présenter mes sincères condoléances au nom de mon groupe. Je suis à côté d'un représentant diplomatique qui lui aussi a de la famille à Gaza. Vous êtes en tant que responsable d'une agence des Nations Unies touché aussi par le deuil, parce qu'il faut le dire, des fonctionnaires des Nations Unies ont été tués, sont victimes aussi de cette brutalité. Et vous, chers amis palestiniens, vous avez, on l'a compris, perdu aussi certains des vôtres. Et donc, au nom de mon groupe, ma solidarité et mes condoléances les plus sincères. J'ai des questions quand même assez précises à vous poser. Pour revenir un peu dans la réalité de ce conflit et essayer de bien comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, et à partir de là, quelles sont peut-être les lignes d'espoir, en tout cas les lignes d'avenir qu'on peut essayer de dessiner. J'ai lu il y a plusieurs jours que juste avant le conflit, une étude d'opinion avait été réalisée à Gaza, et que cette étude concluait à une certaine forme de ras-le-bol de la population gazaoui à l'égard du Hamas. Il y avait un désamour qu'on connaît aussi en Europe entre les citoyens gazaouis et leurs dirigeants. Après ce qui s'est passé, ou après ce qui est en train de se passer, ou quand ce qui se passe sera terminé, comment pensez-vous que l'opinion publique gazaoui, touchée par le deuil, massacrée, comment pensez-vous que cette opinion publique, le sentiment de la population va évoluer? Et je pose ma question en regard avec les objectifs de guerre déclarés des Israéliens qui disent vouloir éradiquer le terrorisme. L'hypothèse que je vous soumets pourrait être que, avec un tel déchaînement de violence indiscriminée, parce que c'est ça le problème, est-ce qu'on n'est pas en train de semer les graines de la violence future? Deuxième question, faisons deux hypothèses. L'armée israélienne parvient, c'est une hypothèse, à éradiquer le Hamas en tant que groupe, en tant que mouvement, jusqu'au dernier de ses militants, imaginons. Et par ailleurs, on revient au statu quo politique empire, c'est-à-dire qu'on garde une force occupante
un blocus total, mais on n'a plus le Hamas. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait se passer du côté palestinien? Est-ce que le Hamas serait, dans ces deux hypothèses-là, remplacé par autre chose? Ou bien est-ce que, de cette manière-là, Israël parviendrait à obtenir la sécurité totale? Troisièmement, c'est une question plus générale que j'ai posée aussi aux familles des victimes israéliennes. Après avoir subi un tel traumatisme, et j'ai utilisé le même mot il y a 15 jours, traumatisme, parce qu'il faut mesurer aussi que côté israélien, ça a été un traumatisme, particulièrement pour les familles forcément. Mais après avoir subi un tel traumatisme à Gaza et dans la population palestinienne en général, en regardant cet espoir s'éteindre, parce qu'aujourd'hui c'est quand même le constat qu'on doit faire, quelles sont selon vous les conditions de la paix? Quelles sont les conditions de la paix voilà, à quelles conditions est-ce qu'on pourrait, malgré tout ça, encore trouver le chemin de la paix? Mes deux dernières questions, Madame la Présidente, puis je termine, sont pour nos amis de l'UNRWA, à qui je voudrais d'abord dire que nous continuerons à vous soutenir fermement, aussi longtemps que ce sera nécessaire. Je le souhaite en tout cas en Belgique, mais en ce qui concerne mon groupe, ça vous avez toutes les garanties là-dessus. On sera très ferme sur la défense du travail que vous faites et des moyens dont vous avez besoin pour le faire. Je voudrais vous demander ceci. L'ONU est attaquée en tant que telle. L'ONU est attaquée politiquement, de manière extrêmement brutale, presque inédite. Et par ailleurs, les infrastructures de l'ONU, vos infrastructures, sont attaquées aussi. Comment est-ce que vous expliquez le silence relatif ou les réactions relativement timorées, particulièrement dans les pays occidentaux? Et deuxièmement, vous êtes donc une agence de l'ONU, vous avez des collègues un peu partout dans le monde, qui sont parfois sur des terrains très difficiles aussi, et je suppose que vous parlez avec eux, vous échangez avec eux. Est-ce que, sur base de ces échanges avec vos collègues, d'autres agences ailleurs dans le monde, est-ce que vous avez l'impression d'une différence de traitement? Est-ce que vous avez l'impression d'une forme de double standard ou de deux poids, deux mesures dans l'approche que, notamment les bailleurs de fonds, peuvent avoir de votre travail et de vos besoins? Voilà, je ne sais pas si ma question est claire. Quant aux réponses politiques, nous, on plaide pour un cessez-le-feu, mais on plaide pour un cessez-le-feu accompagné de perspectives politiques claires. Et donc, nous défendons forcément le cessez-le-feu, mais nous défendons aussi que des mesures soient prises et soient plaidées par la Belgique pour questionner de manière profonde et radicale les deux ressorts du cycle de violence au Proche-Orient que sont l'occupation et la colonisation.